cet atelier pour apprendre à investir. Dernière étape pour faire fructifier son argent. Merci à vous, participantes et participants, de m'accorder là quelques minutes de votre précieux temps pour vous parler un peu de la psychologie de l'investissement. Alors, on commence tout de suite avec une histoire. Je vais vous raconter les aventures d'un investisseur émotif. C'est une petite histoire pour nous introduire à quelques réalités de l'investissement. Donc, c'est l'histoire de Monsieur G, qui commence, un peu comme vous, à s'intéresser à l'investissement. Pour débuter, il étudie quelques ouvrages, quelques livres de différents conseillers ou experts en finances personnelles, en bourse, en immobilier, différents domaines. Et après avoir lu un peu tout ce contenu, il décide de faire ses premiers pas d'investissement. Il observe alors les cours de la bourse. On est en 2015, été 2015. Il regarde un peu et il se trouve face à ce graphique que vous avez sur votre écran. Et là, il se dit: «Ah non, 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 non. Non, 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 monsieur G, c'est beaucoup trop haut. Je vais pas me faire pigeonner comme ceux qui se sont fait avoir en 2000 et en 2008, juste avant le crack. Là, c'est sûr et certain, ça va chuter. Il y a plusieurs gourous qui m'ont dit que ça allait baisser, qu'on était juste avant une grave crise apocalyptique, le système allait s'effondrer pire que 2008. Je vais certainement pas acheter maintenant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre?» Donc, il se renseigne et il trouve des confirmations sur le web un peu partout, d'autres gourous qui prédisent voilà, l'apocalypse, la fin du monde, le système qui s'effondre, et il se renforce une certitude sur la chute des bourses et du système. Donc, dans quoi investir pour être à l'abri de cette chute? Et c'est là qu'en approfondissant un peu, il trouve encore d'autres conseillers, d'autres influenceurs sur Internet qui vont dans le sens de sa certitude croissante. Donc, il n'écoute plus qu'eux, en fait. Il n'écoute que ceux qui disent ce qu'il a envie d'entendre. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Il donne de l'intérêt et de l'attention qu'aux informations qui confirment ce qu'il pense déjà. Tous les analystes qui pensent que la bourse va monter, que tout va bien, soit il ne les entend pas du tout, soit il les ignore, il ne veut pas les écouter parce que ça le contredit. Et donc, comme ces gourous de l'apocalypse préconisent d'acheter les métaux précieux, Monsieur G se remplit d'un enthousiasme incroyable et il est extrêmement motivé pour investir sur les métaux précieux. À l'abordage, on y va, c'est parti. Donc, Monsieur G essaye quand même de faire les choses correctement et il observe un graphe. D'abord, il regardait l'or, mais ça ne lui convenait pas trop. Et là, il tombe sur le graphe de l'argent métal. Monsieur G, je vous présente le cours de l'argent métal. Et là, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre. Quelle belle courbe. Le prix est moins cher que l'or. Ça va forcément monter. Depuis quelques semaines déjà que j'étudie les fluctuations des actifs financiers, je sais déjà avec certitude que quand le prix a baissé, après, il ne peut que remonter. Donc là, après cette baisse, ça va forcément monter. C'est l'affaire du siècle. J'achète. On est à l'été 2015. Donc ce qui se passe, c'est que Monsieur G achète au niveau des petits A là, que vous voyez sur le graphe. Donc on est été, automne, hiver 2015, et il achète en plusieurs fois, parce qu'il a quand même mis en place un petit système pour investir. Il rentre en plusieurs fois. Et là, coup de chance, le prix, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était début 2016. L'or, en particulier l'or, mais l'argent aussi, ont beaucoup monté d'un coup. Et alors là, Monsieur G, mais il est ravi, il est euphorique. J'avais raison, ça monte, je suis le king, wouh! Génial, il est ravi. Cependant, par la suite, après ce mouvement impulsif, le prix de l'argent, comme on le voit ici, reste assez stable. Ce n'est pas l'explosion révolutionnaire que Monsieur G attendait. Et le pire, c'est que juin 2018, il est confronté à un début de quasi-crack sur l'argent métal. Ça se met à chuter. Donc heureusement, entre-temps, Monsieur G a acquis quelques compétences et il est capable de sortir
de cet investissement de revendre tout l'argent métal qu'il avait acheté pour ne pas perdre d'argent. Il est content d'avoir pu sauver ça, mais il est quand même un peu déçu. Par la suite, quelques mois après, Monsieur G s'est peut-être un peu assagi. Il se dit, bon, la bourse, reprenons un peu l'histoire de ces dernières années. En 2015, je pensais que ça allait forcément baisser. Je dois avouer que je m'étais trompé. Finalement, ça n'a pas arrêté de monter. C'est peut-être le moment d'y aller. C'est vrai qu'on est encore un peu haut, mais il faut y aller un jour, sinon on ne fait plus rien. Donc, il décide de s'investir en bourse. Et là, on oublie l'argent métal, on met tout son argent sur les actions. Et là, c'est début 2020. Je pense que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a la crise du coronavirus. Donc, Monsieur G avait acheté ici. Il avait profité d'une petite baisse des actions. Il s'est dit, c'est parfait, le prix respire un petit peu, j'achète et ça va repartir de plus belle. Mais non, c'est le drame. Coronavirus, le crack. Et là, non, j'ai tout perdu. Monsieur G est catastrophé. Il a perdu presque la moitié de tout ce qu'il a investi. Et là, Monsieur G pense qu'il est mort. Il se demande que faire. Je suis ruiné, ma vie est terminée, j'ai tout perdu. Alors, qui est ce Monsieur G? Monsieur G, c'est finalement un être humain comme vous et moi, de chair et de sang, constitué d'émotions et d'irrationalité parfaitement humaines. Monsieur G, c'est potentiellement vous, et Monsieur G, finalement, c'est une version un peu romancée de mon passé d'investisseur. Là, tout ce que je vous ai raconté, c'est ce que j'ai fait ces dernières années en m'initiant à l'investissement. Alors, j'ai un peu exagéré, hein. Pour la bourse, vous verrez que ce n'a pas été si grave que ça, mais je me suis basé en grande partie sur mes événements. Alors, qui suis-je pour vous parler? Pourquoi est-ce que Sandra m'a très gentiment invité à participer et pourquoi est-ce que ça peut être éventuellement intéressant pour vous de prendre en compte ce que je vous dis? D'abord parce que comme vous l'avez vu, je suis un investisseur qui n'est déjà plus complètement débutant, donc sans être confirmé, je me suis confronté à la réalité de l'investissement. Et concrètement, je vous ai ressorti mes relevés d'investissement sur l'argent métal. Donc là, on voit en 2015, je pense que vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué sur mes achats en plusieurs fois. Donc on voit que j'ai acheté de l'argent métal là, c'est le prix au kilogramme. Donc en moyenne, j'ai acheté autour de, on va dire, 420 € par kilogramme. Et après, quand j'ai tout revendu en catastrophe en 2018, c'est ici, j'ai revendu autour de 458, 460 € par kilogramme. Donc on voit qu'heureusement, j'ai gagné un petit peu et que l'histoire que je vous ai racontée est bien réelle. Par la suite de l'anecdote, lorsque je me suis investi en bourse. Donc on voit qu'effectivement, bon, j'ai un peu exagéré, hein, c'était pour les besoins de l'histoire. Au pire du crack du coronavirus, donc c'était au 23 mars, là j'ai repris une partie de mon relevé de compte, on voit que j'ai 32% de perte latente. Alors je précise que les actions, là, vous voyez les intitulés des actions que j'ai en portefeuille, ce ne sont pas des recommandations d'achat. Je fais le disclaimer habituel. Et donc j'étais à moins 32% au pire de la bourse. Mais on voit que finalement, par la suite, c'est un bel exemple de l'incertitude totale qui existe sur les marchés financiers. On aurait pu croire que c'était le début de la fin du monde. Et en fait, depuis ce jour-là, depuis le 23 mars, les bourses, dans ce contexte de coronavirus et de crise potentiellement d'un niveau de la crise de 29, n'ont pas arrêté de monter. Et mes 32% de pertes latentes sur cette action sont passées à moins 11%. Donc ça va quand même beaucoup mieux. Et je me suis même payé le luxe, ou la chance plutôt, d'avoir pris une autre position qui se trouve en gain latent de 56%. Et en fait, ce qui m'a sauvé par rapport à la version romancée de Monsieur G, c'est que contrairement à Monsieur G, je ne suis pas rentré en une seule fois sur cet investissement boursier. C'était cette action que j'ai achetée, c'était la toute première touche d'un plan structuré d'investissement sur la bourse sur une longue durée. Donc ça ne me gênait pas. Je l'ai vécu ce moment de 32% de perte latente. Pour être honnête avec vous,
j'avais une petite déception, mais j'avais pas du tout d'inconfort émotionnel insupportable, grâce justement à ce plan d'investissement. Un autre point qui me donne quelques atouts pour vous parler de tout ça, c'est que depuis 2016, je suis un apprenti day trader, c'est-à-dire que je me forme à intervenir sur les marchés financiers, mais sur du court terme, donc sur la journée, sur quelques minutes. On voit ici, je vous ai mis en fait, ne vous laissez pas impressionner par ce chiffre, hein, c'est la somme totale, les sommes totales d'actifs que j'ai manipulés sur l'année de 2019. Alors la somme est importante, mais étant donné que ça s'est accumulé, c'est l'accumulation de 274 trades pris sur l'année, c'est en fait des petites sommes à chaque fois, hein. Mais le point important, surtout, c'est que ces 274 trades, ça a été un peu comme 274 micro-investissements. Un investissement, en général, ça dure plusieurs mois et même, en général, plutôt plusieurs années, voire décennies. Donc, les émotions s'étendent sur une longue période. Et moi, en fait, à chaque fois que j'ai pris un trade, j'ai ressenti à peu près les mêmes émotions de manière très concentrée. Donc, c'est comme si j'avais fait 274 investissements en accéléré. Et j'ai pu, comme ça, observer sur moi-même et vivre et expérimenter les nombreuses émotions, parfois très puissantes, très positives ou très négatives, par lesquelles on passe lorsque notre argent est en jeu sur les marchés financiers. Et le troisième point, c'est que j'ai rassemblé ces différents éléments, mes recherches, mes expérimentations, mon vécu d'apprenti trader sur un blog que j'ai démarré en août 2019 et sur lequel, justement, voilà, je fais des recherches sur moi-même et sur tout ce qui existe déjà, tout ce qui a déjà été écrit sur la psychologie du trading et des marchés financiers. Donc, pour revenir à ce dont on a besoin avant d'investir sur les marchés financiers, il y a plusieurs leçons à retenir. D'abord, il faut savoir que, comme vous l'avez vu avec Monsieur G, nos émotions sont exacerbées, hein. Vous avez entendu, j'ai un petit peu joué le comédien pour vous montrer à quel point ça peut être extrême parfois. Nos émotions sont toutes puissantes et elles peuvent prendre complètement le dessus sur notre rationalité. On peut avoir une euphorie de gagner quand ça se passe bien et une peur de perdre qui peut aller jusqu'à la panique. Et là, on peut faire n'importe quoi, théoriquement. Donc maintenant, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer un petit jeu, un petit exercice. Donc normalement, sur votre écran, en bas à gauche, quand vous déplacez votre souris, vous voyez une main qui vous permet de lever la main pour faire signe à Sandra. Donc ça va nous servir, vous allez voir, pour le petit jeu. Donc je vous invite à imaginer 2 tables devant vous. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux pour visualiser les tables. Donc sur la table de droite, moi je suis en face de vous, de l'autre côté des tables. Sur la table de droite, j'ai posé un billet de 50 € que j'ai sorti de ma poche. Sur la table de gauche, j'ai posé 4 enveloppes. Et de mon autre poche, je sors 3 billets de 100 € que je range de manière aléatoire dans les enveloppes. Donc ça veut dire il y a 3 enveloppes qui contiennent un billet de 100 € et la 4e enveloppe qui est vide. Donc pour résumer, vous avez sur la table de droite un billet de 50 €, sur la table de gauche 4 enveloppes, dont 3 qui contiennent un billet de 100 € et une vide. Maintenant, je vous demande de faire un choix. Est-ce que vous préférez prendre le billet de 50 €, il est à vous, je vous le donne, ou alors vous laissez le billet de 50 € et vous tirez au hasard une enveloppe parmi les 4 qui sont posées sur la table de gauche. Alors, si vous choisissez de prendre le billet de 50 €, je vous invite à cliquer sur la petite main pour lever la main. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour le faire. Donc, pour l'instant, il y a 2 personnes qui ont levé la main, qui prennent le billet de 50 €. d'accord. Bon, alors, chères participantes et participants qui avaient levé la main, sachez que vous êtes tout à fait normaux et que moi aussi, je prendrai le billet de 50 €. Notre cerveau est programmé pour fonctionner comme ça. On préfère un gain certain
plutôt que de prendre le risque de gagner plus, mais de tout perdre. Parce que bon, voilà, si vous prenez l'enveloppe et que vous vous retrouvez avec l'enveloppe qui ne contient rien, vous allez être très déçu de ne rien avoir gagné alors que vous avez au moins vos 50 € de garantie. Maintenant, on va inverser les rôles. Maintenant, c'est vous qui devez poser votre argent sur la table. Et vous êtes confronté au même choix. Est-ce que vous préférez poser votre billet de 50 € sur la table de droite? Et dans ce cas-là, vous me le donnez, je le prends, c'est certain. C'est perdu pour vous, vous avez perdu 50 €. Ou est-ce que vous préférez prendre vos 3 billets de 100 €, les mettre dans les enveloppes, comme dans le petit jeu tout à l'heure, avec une enveloppe vide qui vous donne une chance de ne rien perdre. Donc ça veut dire que si vous choisissez de mettre votre argent dans les enveloppes, moi je prends une enveloppe au hasard comme vous tout à l'heure, et si je tombe sur une enveloppe qui contient les 100 €, je prends les 100 € et vous perdez 100 €. Mais en revanche, ça c'est très intéressant pour vous, si je prends l'enveloppe vide, vous ne perdez plus rien. Alors là, je vous invite de la même manière à lever la main si vous décidez de mettre vos billets de 100 € dans les enveloppes. Je vous laisse un petit peu de temps pour voter. Et là, vous allez voir que les choses se font dans l'autre sens. 2 personnes également. 2 personnes. Lever la Bon, main. eh ben, si ce sont les mêmes qui ont voté tout à l'heure, sachez que vous pensez de manière tout à fait humaine. Moi aussi, j'aurais fait exactement comme vous. J'aurais préféré, risquer de, perdre un peu plus, mais d'avoir une chance de ne rien perdre. Et en fait, c'est cette manière de penser qui est humaine et naturelle qui nous rend qui rend notre psychologie, en fait, inadaptée au marché financier. Puisque sur les marchés financiers, inversement et surtout en trading, mais aussi les mêmes principes sont valables en investissement, cette manière de penser n'est pas cohérente avec les probabilités. En fait, mathématiquement, dans les enveloppes, votre gain ou votre perte moyenne, c'est 75 €. Ça veut dire que tout à l'heure, quand vous avez pris les 50 €, mathématiquement, vous avez perdu 25 €. Parce qu'en prenant l'enveloppe, certes, vous aviez une chance de ne rien gagner. Mais au niveau des probabilités pures, les mathématiques, vous gagnez en moyenne 75 €. Donc vous gagnez plus. C'était plus intéressant pour vous de prendre l'enveloppe. Et enfin pour nous, puisque moi aussi j'aurais fait ce choix. Et inversement, quand il s'agit de perdre, là, tout d'un coup, on a envie de prendre des risques. C'est la nature humaine et qui n'est pas non plus adaptée au marché financier. Parce que là aussi, en choisissant la solution des enveloppes, vous et moi, on s'est exposé à une plus grosse perte, puisque mathématiquement, notre perte moyenne est de 75 € au lieu de 50 €. Donc certes, en mettant notre billet de 50 € sur la table de droite, on aurait perdu de manière certaine nos 50 € et ça nous aurait fait mal, c'est humain, mais on perdait moins qu'en faisant le petit jeu des enveloppes. Voilà, donc ce petit exercice, en fait, c'était pour vous montrer concrètement à quel point nos cerveaux ne sont pas adaptés au marché financier et qu'il faut avoir quelques connaissances et quelques réalités en tête avant de se jeter dans le bain. Donc on a vu premièrement hein, qu'on a une mauvaise compréhension des probabilités, c'est naturel. On a vu comme monsieur G que nos émotions nous aveuglent et nous troublent lorsqu'il s'agit de prendre des décisions cohérentes et que donc, troisièmement, on n'est pas capable de penser vraiment rationnellement lorsque notre argent est en jeu. Alors, pour revenir, avant de terminer, sur les leçons à retenir avant de s'investir sur les marchés, une base, c'est qu'il n'y a aucune certitude sur les marchés. N'en déplaise à monsieur G qui voulait absolument que la bourse s'effondre en 2015, que l'argent métal monte en 2015 aussi, il n'y a aucune certitude. Tout le monde, personne quasiment ne peut prédire les marchés, en tout cas certainement pas moi, et probablement pas vous non plus. Et il n'y a que des probabilités. Donc ça veut dire qu'il y a des situations qui ont plus de chances de se produire que d'autres, mais il n'y a jamais aucune certitude. Donc à partir du moment où vous achetez un actif sur les marchés financiers, vous devez savoir qu'il y a toujours une probabilité, même minime,
que dès que vous avez fait votre achat, le prix se met à chuter. Donc ça, c'est une base. Et du fait de cette règle, il est inutile d'essayer de prédire l'évolution des prix pour gagner. Ce n'est pas possible comme on l'a vu, mais ce n'est même pas nécessaire puisque il suffit en fait d'utiliser un système adapté, un plan d'investissement, qui nous permet notamment de perdre peu quand on perd et de gagner beaucoup quand on gagne. Et pour ceux qui veulent absolument prédire, qui pensent que l'économie est cohérente, que les marchés financiers sont cohérents, que les intervenants pensent de manière rationnelle, qu'il y a une parfaite efficience, je rappelle une citation que j'aime beaucoup de Keynes qui dit « Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvables ». Donc là, on a un exemple concret avec le coronavirus. Beaucoup de gens pensaient que c'était le début de la fin, la bourse allait complètement s'effondrer en quelques mois. Et comme on l'a vu, depuis la fin du mois de mars, on a une hausse record. Les actions ne s'arrêtent plus de monter. Et on aura beau dire « Ah ben moi j'ai vendu le marché à découvert, je suis certain que ça va baisser, ça devait baisser », et ben, si les prix continuent à monter et que vous êtes à la vente, vous perdez de l'argent jusqu'au jour où vous n'avez plus rien. Et c'est là que les marchés nous prouvent qu'ils sont capables d'être irrationnels plus longtemps que nous ne pouvons rester solvables. Alors, avant de terminer, mon exemple concret, les erreurs que j'ai faites en tant que monsieur G, je suis tombé amoureux d'un actif, c'était l'argent métal, donc j'étais complètement aveuglé, hein, c'est comme quand on tombe amoureux d'une personne, on ne perçoit plus la réalité normalement. J'ai été émotionnel avec une émotion du dégoût pour les bourses, une émotion d'euphorie sur l'argent métal, les émotions quand les prix variaient, hein, que l'argent métal s'est mis à monter, après que ça a commencé à chuter. J'ai cru pouvoir prédire à coup sûr ce qui allait se passer, une grosse erreur de ma part. Heureusement, j'ai eu de la chance sur l'argent métal. Et je n'avais pas de plan vraiment structuré, hein. J'ai utilisé quelques techniques, mais par exemple, je n'avais pas prévu que faire si l'argent métal se mettait à chuter. Je ne savais pas ce que j'aurais fait. J'étais tellement persuadé que ça allait monter que c'était inenvisageable de prévoir ce type de situation. Donc, en conclusion, les règles à retenir, les règles psychologiques pour investir avant de vous jeter dans l'arène, premièrement, se former un minimum, avoir quelques connaissances, hein, savoir à peu près ce qu'on fait, les outils, en quoi consistent les marchés, c'est la base, au moins quelques connaissances. Deuxièmement, si vous ne voulez pas vous former outre mesure, au moins trouvez un plan d'investissement fiable et avéré, qui est prouvé, qui a un fonctionnement correct pour appliquer votre stratégie d'investissement. Il faut aussi savoir, je pense que vous l'avez un petit peu compris après ce que je vous ai dit, que nos émotions vont intervenir, parfois en force, à partir du moment où on met notre argent sur les marchés. Et il faut s'y préparer. Et c'est là que le plan d'investissement nous aide, puisque comme il prévoit toutes les situations, on n'a même plus vraiment besoin de réfléchir ou de décider. Et même si nos émotions en fait nous perturbent, on applique simplement le plan d'exécution qui nous protège. Abandonner les certitudes. Aucune certitude, comme je vous l'ai dit, sur les marchés financiers. Que ce soit la bourse, l'immobilier, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Donc, on adopte les probabilités. Il n'y a que des probabilités, jamais de certitude. Rester froid et analytique, donc essayer de ne pas trop se laisser aveugler par nos émotions, garder la tête froide et analyser de manière logique. Garder une vue d'ensemble flexible. Moi, c'est tout le contraire de ce que j'ai fait avec l'argent métal. Avec ma dissonance cognitive, je voulais entendre aucun autre point de vue. Il y a différents points de vue en matière d'investissement, d'économie, donc ne pas rester trop fermé et écouter différentes opinions. Et enfin, une fois qu'on est prêt et que on répond aux conditions que Sandra nous a présentées, que tous les feux sont au vert, on peut passer à l'action. Moi, par exemple, en 2015, si j'étais passé à l'action, que j'avais commencé à investir un peu en bourse, à l'heure actuelle, je serais plutôt bien. Donc voilà, on arrive à la fin de ma présentation. Donc je vous remercie pour votre attention. Sandra, tu me diras éventuellement quand on passe aux questions. Sinon, voilà, après vous avoir parlé de la psychologie, je vais laisser la place à Antonin. Merci Martin.
Merci à vous pour votre écoute. Donc, on va écouter Antonin qui va nous présenter, il me semble, le plan de l'investissement dont Martin parlait, le fameux plan. Merci Martin et merci Sandra pour l'invitation. Donc, je vais à mon tour partager l'écran. C'est bon, on voit. Parfait. Ok, nickel. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Antonin et je suis l'auteur du blog Apprendre à investir. Donc, merci encore Sandra pour l'invitation et Martin pour ton intervention. Donc, j'aimerais vous montrer dans les prochaines minutes comment on peut investir en bourse en gérant son risque et donc sans y laisser les plumes, puisque c'est le thème de cette présentation. Donc, on a l'avantage d'être ici en petit comité. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pourrez les poser dans le chat directement. Et sinon, il y aura aussi une session de questions-réponses à la fin. Alors, aujourd'hui, on va parler bourse, bien sûr, mais pour recontextualiser un petit peu, la bourse est un moyen parmi d'autres pour faire fructifier son argent ou s'enrichir. Il y a aussi notamment l'immobilier, l'entreprise ou encore le crowdfunding. Et peut-être que Sandra aura l'occasion d'inviter des intervenants dans ces domaines-là pour des prochains lives. Alors, la grande question, pourquoi investir en bourse? Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, pourquoi investir en bourse? Eh bien, comme on peut le voir sur ce graphique qui représente l'évolution du Dow Jones, qui est l'un des principaux indices boursiers américains, la bourse monte à long terme. Il y a d'ailleurs un adage qui l'exprime en reprenant exactement ces mots-là, c'est-à-dire la bourse monte à long terme. Et donc, la bourse monte, et ce, malgré toutes les guerres et toutes les crises que le monde a connues. Là, sur le graphique, on voit l'évolution sur 2 siècles, mais rien qu'au XXe siècle, il y a notamment eu 2 guerres mondiales, la grippe espagnole, la guerre froide, avec la menace nucléaire, et de nombreuses crises économiques, dont celle de 1929. Et pourtant, malgré tout ça, la bourse a énormément progressé, comme vous pouvez le voir. Alors, mais il y a des crises, parce que si on regarde à long terme, ça monte, mais si on zoome un petit peu, on se rend compte que le marché baisse parfois de manière importante. Et tous les 10 à 15 ans environ, on observe une baisse qui peut aller de moins 30 à moins 50%. Alors ces baisses, elles sont toutes liées à des crises dont on a entendu parler pour la plupart d'entre elles. Donc le choc pétrolier, le lundi noir d'octobre 87, l'explosion de la bulle Internet, la crise financière des subprimes, et enfin celle du coronavirus que l'on vit en ce moment même et qui vient de commencer. Alors ça veut dire que si on investit sur le marché des actions, il faut s'attendre un jour ou l'autre à subir ce type de baisse. Car en fait, les crises sont normales dans l'économie, ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Une économie sans crise, tout simplement, ça n'existe pas. Mais le risque pour l'investisseur, quand survient une crise, c'est pas tant la crise en elle-même, puisqu'on sait que toutes les crises ont une fin et que le marché finit toujours par remonter et par monter à long terme, comme on l'a vu sur le premier graphique. Le risque, en fait, c'est l'impact émotionnel qui est engendré par la crise. Alors imaginez, vous voyez votre portefeuille qui plonge de 50%, et quand vous regardez les journaux, vous avez ce type de une et les médias qui sont en train de propager la panique. Alors le risque, c'est donc de revendre au plus mauvais moment, suite à un fort stress émotionnel et après une forte baisse. Car lorsqu'on a revendu et qu'on arrête d'investir, on s'empêche de profiter des hausses qui sont présentes entre chaque crise, mais dont personne ne parle d'ailleurs, et on sort du jeu, la partie est terminée, et on a quitté la partie sur une perte. Alors du coup, comment faire pour ne pas subir ce stress émotionnel qui peut nous pousser à prendre de mauvaises décisions? Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de vous comporter comme des robots et d'essayer de vivre sans émotion, ou du moins de canaliser au maximum vos émotions. Alors déjà, c'est pas forcément évident à faire, et ensuite, ce serait bien triste. Alors la réponse à cette question, comment ne pas subir d'impact émotionnel pendant les crises, elle tient en un mot. Alors, ce mot, c'est la diversification. Alors, sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution du marché américain des actions pendant la crise du coronavirus, donc en ce moment, sur les mois de février, mars et début avril. Donc l'évolution du marché des actions, c'est la courbe en rouge. Et également, vous avez l'évolution des obligations d'État américaines qui sont en bleu. Alors, il y a quelque chose qu'on peut immédiatement remarquer, c'est la corrélation inverse entre les actions et les obligations lors de la crise. À partir du moment où la crise est arrivée et que les actions ont commencé à plonger,
on voit que les obligations, elles ont pris de la valeur. Et donc, qu'est-ce que nous montre cet exemple? Il nous montre tout simplement que pour stabiliser son portefeuille et investir plus sereinement, il est important de diversifier ses investissements et de détenir aussi des obligations en portefeuille et donc pas seulement des actions. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que les actions, elles peuvent baisser pendant 10 ans. Alors ça a déjà été le cas entre 2000 et 2009, lors de cette décennie. Si vous avez investi dans des actions sur cette décennie, concrètement, vous avez perdu de l'argent, puisque les actions, elles ont affiché un magnifique rendement moyen de moins 1% par an en moyenne. Donc moins 1% par an sur 10 ans, ça fait à peu près moins 10% au bout de la décennie. Et lorsqu'on perd de l'argent, 10 ans à perdre, c'est quand même très très long et c'est pas tenable psychologiquement. Par contre, on peut remarquer autre chose, c'est que lorsque les actions sont en difficulté, il peut y avoir d'autres actifs qui se portent bien et il peut être intéressant de posséder une part d'obligations et aussi, pourquoi pas, une part d'or en portefeuille. Donc s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez dans tout ce que j'ai dit, c'est diversifiez toujours vos investissements et surtout, n'investissez pas uniquement dans des actions, même si c'est ce que font la plupart des investisseurs. Donc maintenant, on va passer à un petit exercice. Alors, construisez votre portefeuille virtuel. Alors, cet exercice va vous permettre de vous projeter dans la peau d'un investisseur en construisant un portefeuille virtuel. Mais avant ça, je vais vous partager un secret qui augmentera considérablement vos chances de réussir vos investissements. La plupart des gens prennent leurs décisions d'investissement en fonction du rendement. Eh bien, le secret, tout simplement, c'est de prendre ces décisions en se basant sur le risque plutôt que sur le rendement. Alors, pourquoi se baser sur le risque plutôt que sur le rendement? Parce que le rendement, on ne peut pas le contrôler. On sait qu'il sera présent à long terme, mais qui variera selon les années. Par contre, le risque, comme on va le voir, on peut l'ajuster et le maîtriser en partie. Et savoir maîtriser les risques, c'est ça qui va nous permettre de passer les crises et de pouvoir profiter des rendements à long terme. C'est pour cela que je vous propose de construire un portefeuille en vous basant sur les risques, en l'occurrence en vous basant sur ce qui s'est passé lors de la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est la crise de 2008. Alors l'idée, pour que vous composiez mentalement votre portefeuille, donc vous avez composé mentalement un portefeuille avec les éléments suivants, donc des actions, des obligations, et bien sûr, on va voir ce que cela implique en termes de rendement dans le tableau suivant. Alors le tableau que vous voyez, il y a beaucoup de chiffres, mais il est très simple. Il indique le rendement d'un portefeuille en fonction de sa composition lors de l'année 2008, qui est l'année de la crise. Et donc, on peut voir le rendement qu'on aurait obtenu en 2008 avec un portefeuille qui est constitué à 100% d'actions. Donc là, c'est la première colonne à gauche. On voit une perte de 37%, en l'occurrence pour un portefeuille 100% actions. Puis avec un portefeuille composé de 90% d'actions et de 10% d'obligations. Alors là, on aurait une perte un peu moins forte de 31%. Puis avec un portefeuille composé de 80% d'actions et de 20% d'obligations, etc., etc., jusqu'au portefeuille composé à 100% par des obligations, qui est sur la colonne tout à droite. Alors vous pouvez voir que plus vous détenez d'actions, plus votre portefeuille risque de subir des pertes importantes pendant les crises. Donc plus vous avez d'actions, plus vous allez être dans la partie gauche du tableau. Et donc, plus vous avez d'obligations, plus votre portefeuille sera stable lors des crises. Donc là, c'est la partie droite du tableau. Et vous remarquerez d'ailleurs tout de suite qu'il était tout à fait possible de gagner de l'argent lors de la pire crise des 50 dernières années. Il suffisait simplement de détenir au moins 70% d'obligations en portefeuille. Et auquel cas, vous auriez eu un gain de 3% lors de cette année-là. Alors, je vous propose l'exercice suivant. Vous allez observer le rendement des différentes compositions de portefeuille qu'on a ici, en partant de la gauche et en allant vers la droite, jusqu'à ce que vous soyez confortable avec le niveau de perte indiqué. C'est-à-dire que le niveau de perte soit acceptable pour vous et qui n'engendre pas d'émotions trop fortes. Par exemple, si vous ne tolérez pas de voir votre portefeuille baisser de plus de 15% et qu'émotionnellement vous sentez que c'est trop, vous allez sûrement vous arrêter sur la colonne 60% actions et 40% d'obligations, car vous savez que vous n'auriez eu qu'une perte de 14% en 2008. Autre exemple, si vous êtes encore plus conservateur et que vous ne pensez pas tolérer une quelconque perte sur cette année,
Alors là, vous allez plutôt vous arrêter sur une répartition avec 60 ou 70% d'obligations qui sont restés autour de 0 en termes de rendement en 2008. Donc on a moins 2 ou plus 3%. Et qui donc ont permis au portefeuille de rester à l'équilibre. Alors je vous laisse, si vous voulez, prendre une capture d'écran de ce tableau, si jamais vous souhaitez le garder pour pouvoir reprendre et poursuivre l'exercice plus tard depuis chez vous. Donc pendant que vous continuez de réfléchir à la répartition de votre portefeuille virtuel que vous aimeriez avoir, et donc avec votre propre niveau de perte maximale autorisé, vous pouvez aussi voir que plus vous aurez d'obligations en portefeuille, moins le rendement sera important à long terme. Donc là, je suis en train de parler de la dernière ligne du tableau, et en fait, c'est les rendements qui sont indiqués entre 1972 et 2020. Alors, il faut savoir qu'à long terme, les actions sont un peu plus performantes que les obligations, donc ça, en fait, c'est logique, plus on va avoir d'actions au portefeuille, plus on aura un rendement supérieur à un portefeuille qui sera, lui, majoritairement composé d'obligations. Alors, par contre, j'ai indiqué les rendements entre 1972 et 2020 à titre indicatif, donc sur la dernière ligne, pour que vous puissiez voir qu'il y a une corrélation inverse entre le risque et le rendement. C'est-à-dire, plus on va vers la gauche, plus on a un risque important lors des années de crise, mais plus le rendement à long terme sera important. Mais sachez une chose, rappelez-vous, le secret tout à l'heure pour investir avec succès, en fait, on ne construit pas un portefeuille en fonction du rendement espéré. Parce que dans ce cas-là, tout le monde choisirait le portefeuille 100% action, mais voilà, on sait très bien vers quoi ça mène lors des années de crise. Et ça, au niveau émotionnel, tout le monde n'est pas capable de supporter une telle baisse. Donc, on ne construit pas un portefeuille en se basant sur le rendement espéré, mais plutôt en se basant sur le niveau de risque maximum que l'on souhaite prendre. Et le risque, en fait, on l'évalue par rapport aux périodes de crise. Donc là, c'est ce qu'on a fait. 2008, plus grosse crise des 50 dernières années. On se base là-dessus pour voir quelle peut être la chute maximale sur une période de plusieurs décennies. Et donc, pour conclure, une fois que vous aurez fait ce petit exercice mental, vous aurez un début d'idée, une base de réflexion sur la manière dont vous pouvez construire un portefeuille qui soit adapté pour vous, en fait. Et donc, en fonction de votre propre tolérance au risque et de votre niveau de gestion émotionnelle par rapport à ce risque. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir suivre votre stratégie et de conserver votre portefeuille à long terme. Parce que si vous avez un niveau de risque qui ne dépassera jamais ce que vous êtes prêt à tolérer comme perte au niveau émotionnel, vous vous sentirez jamais en danger. Toutes les baisses que vous verrez, vous saurez que c'est des baisses qui sont possibles. Vous les aurez anticipées par rapport à la pire année qui a eu lieu dans le passé. Et donc, vous aurez un niveau de sérénité qui sera beaucoup plus important, qui sera beaucoup plus à même de faire en sorte que vous puissiez suivre votre stratégie à long terme. Voilà, j'espère que vous avez vu comment vous pouvez investir plus sereinement grâce à la diversification et donc sans y laisser des plumes lors de la prochaine crise. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser juste après. Et du coup, on y répondra avec Sandra et Martin. Et donc, ça, c'est vraiment un point que j'ai envie de vous partager, qui est vraiment important, c'est connaître votre tolérance au risque, connaître votre profil d'investisseur. Et comment on fait pour le déterminer? Par exemple, moi-même, je suis la première surprise là. Il faut vous imaginer que vous mettez votre argent, on va dire par exemple en bourse. Si en cliquant sur le bouton que vous en avez des maux de ventre, alors ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à investir cet argent en bourse. Si vous avez fait un investissement en bourse ou même ailleurs et que vous n'endormez pas du tout la nuit, que ça vous donne des maux de tête, que dès chaque matin vous vous réveillez, vous regardez votre portefeuille et si vous avez baissé, alors c'est la catastrophe. Dans ce cas, c'est pas non plus la peine d'investir en bourse. Il faut trouver un autre moyen comme l'immobilier par exemple ou créer son entreprise. Mais c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut déterminer son profil et le risque qu'on est prêt à prendre. Donc, si une fois que vous êtes bien formé et que vous êtes prêt à vous lancer, vous pouvez commencer par des petites sommes. Donc, l'impact sera moindre, mais au moins, vous verrez au fur et à mesure vos réactions. Et puis, si en mettant l'argent, vous l'oubliez, alors dans ce cas-là, c'est bon, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et vous pouvez continuer d'investir sereinement. Et le deuxième point que je voulais
que je voulais dire. Alors, je reprends mes notes. C'était, oui, on n'investit pas tant qu'on n'a pas des finances personnelles vraiment qui ont une base saine, une base sereine. C'est-à-dire que si vous mettez en investissant ne serait-ce que 100 euros chaque mois et que d'un autre côté, ça vous empêche de rembourser vos crédits, alors c'est niet. On n'investit pas tant qu'on a des finances personnelles saines, on ne se met pas en faillite personnelle. Et ça, c'est vraiment important, même si c'est vrai qu'en cas de crise, on a envie de se dire, ben, je sais que c'est le moment d'investir, ça va me rapporter dans quelques mois, quelques années, mais votre crédit qui vous coûte 5% va vous coûter beaucoup plus cher qu'une bourse qui, là, est en train de baisser. Donc, vous perdez vraiment de l'argent des deux côtés. Donc, c'est important d'avoir des bases financières extrêmement au carré. Vous maîtrisez votre budget, vous maîtrisez vos dépenses, vous maîtrisez vos revenus. Vous avez votre coussin de sécurité ou votre réserve à côté s'il y a par exemple une perte d'emploi ou la voiture qui tombe en panne, vous avez de quoi l'acheter. Si tout ça est vraiment clair, alors vous pouvez passer à cette étape d'investissement. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le dernier atelier de la série, parce que tant qu'on n'est pas au carré, on n'investit pas. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et j'avais par exemple une coloc, donc là j'ai déménagé, mais j'avais une coloc qui est étudiante et qui a donc bien aussi compris que c'est le moment d'investir. Comme on l'a vu sur les courbes, hein, c'est sûr que la crise va se terminer et que ça va réaugmenter. Donc, elle est prête à investir, sauf qu'elle est étudiante et elle n'a pas de quoi payer ses études à côté, sachant que, donc pour ceux qui me connaissent pas, qui me suivent pas, donc j'habite au Canada, à Vancouver, et les années universitaires coûtent beaucoup plus cher qu'en France, entre 15 000 et 20 000 dollars, voire plus quand on est étranger. Donc, elle n'a pas cet argent de côté. Elle n'a pas ces 15 000 dollars pour payer son année universitaire au complet pour l'année prochaine, mais elle a quand même eu une petite réserve de 1 000, 2 000 dollars qu'elle aimerait investir. Donc, je lui ai dit non, c'est pas possible. Tu sais même pas comment tu vas payer tes études. Là, si tu places cet argent, potentiellement, tu peux vraiment tout perdre. Donc, tu n'investis pas tant que tu n'as pas mis de côté ces 15 000 dollars. Donc, j'espère aussi que ça, c'est bien clair pour tout le monde. Et puis, ben, sinon, c'est parti. Peut-être qu'on va passer aux questions pour si vous avez plus de questions pour savoir justement comment investir ou peut-être des conseils ou comment faire pour justement passer ces paliers émotionnels. Je ne sais pas, par exemple, Martin, combien de temps, toi, tu as mis avant de comprendre l'impact des émotions et combien de temps tu as pris avant d'avoir cette expérience-là et de se dire maintenant je fais attention, j'écoute plus les gourous et je me forme bien. Ça t'a pris combien Ouais, mais d'années, combien de mois? heureusement que tu poses cette question parce qu'effectivement, le pire, c'est en fait de même pas être conscient que nos émotions, prennent le dessus. Et justement, moi, à l'époque là, de l'argent métal, j'en étais pas conscient, hein. Moi, je me disais: «C'est bon, je maîtrise, à l'aise, pas de souci, j'ai toutes les informations qu'il me faut, je sais que ça va monter, c'est complètement rationnel ce que je fais». Et c'est là le pire, en fait. Et pour répondre à ta question, finalement, je m'en suis rendu compte, quand j'ai commencé à trader à peu près, hein. Parce qu'avant là, l'époque de l'argent métal, j'allais voir un petit peu de temps en temps. Bon, je dormais tranquillement. En plus, tu vois, ça au début, ça baissait un petit peu, et je me disais: «Bah, c'est bien, comme ça, je vais pouvoir acheter moins cher», ça me gênait pas, comme j'ai acheté en plusieurs fois. Et après ça montait bien, donc j'étais plutôt relax. Mais si ça avait chuté, je pense que c'est là que j'aurais vraiment, pris, la mesure du niveau catastrophique de ma gestion émotionnelle, des investissements. Et donc ouais, ça m'a pris pas mal de temps. Et il faut pas sous-estimer ça parce qu'on a tendance soit à ne pas s'en rendre compte du tout, soit à sous-estimer le poids de la puissance de nos émotions et de leur capacité à perturber notre raisonnement et notre prise de décision, cohérente et justifiée, financièrement. Ok. Ouais, j'ajouterais d'ailleurs que le risque, souvent, on a tendance à se dire, tiens, est-ce que telle stratégie, elle est risquée ou pas? On se pose la question, mais en fait, il faudrait plutôt renverser la question en se disant, alors plutôt que de se demander est-ce que telle stratégie est risquée, en fait, de se demander bah, est-ce qu'elle est risquée pour moi? Sachant que dans l'absolu, une stratégie, elle peut être risquée pour quelqu'un et elle peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à tolérer des pertes importantes,
bah lui, une stratégie assez volatile où on sait que ça peut monter très fort, mais que ça peut aussi baisser très fort, bah, pour cette personne-là, investir sur quelque chose d'assez volatile comme l'argent métal, ça va pas être quelque chose de très risqué pour lui. Au niveau émotionnel, il va bien le vivre, donc il va jamais revendre quand ça va baisser, et il va pouvoir profiter des hausses quand elles vont survenir. Par contre, quelqu'un qui, dès que ça baisse de 10%, et se met à transpirer, à ne plus dormir la nuit, et se demande ce qu'il faut faire, il pense tout le temps, etc., bah là, ça va être très risqué pour lui. Mais l'investissement en lui-même, c'est pas quelque chose qui est risqué ou pas risqué. En fait, ça va dépendre de tout un chacun. Et au final, investir, c'est quelque chose qui doit être neutre au niveau émotionnel et au niveau de notre vie. En fait, ça doit jamais nuire à notre qualité de vie, ça doit jamais nuire à notre sommeil, à nos relations, ça doit jamais occuper notre esprit la journée quand on est en train de faire autre chose et quand on est en train, je sais pas, de pratiquer nos loisirs, passer du temps avec notre famille, même de travailler. En fait, on ne doit pas y penser quand on n'a pas prévu d'y penser. Et le plus grand danger, c'est ça, en fait, c'est d'investir d'une manière où on ne sait pas exactement ce que ça implique en termes de volatilité et de se retrouver dans une situation où ça baisse plus que ce qu'on pourrait s'imaginer. Et là, on est dans une situation imprévue, il y a les émotions qui prennent le dessus, et c'est dans cette zone-là qu'on est susceptible de prendre vraiment les plus mauvaises décisions. Et c'est pour ça que le risque est vraiment lié à chacun et à notre capacité enfin, à notre tolérance au risque. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce côté émotionnel de l'investissement. Comme ce qu'a vécu Martin avec l'argent métal. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les mettre dans le chat ou alors à activer votre micro pour qu'on vous entende. Oui, Sandra, j'ai une question. Oui. Oui, donc en fait, pour revenir au livret A, si on a un livret A, donc on a tous compris que ça nous faisait perdre de l'argent. Donc du coup, quelle serait la solution, je dirais, la plus appropriée sans forcément rentrer dans le grand bain de la bourse si on n'est pas encore formé? Est-ce qu'il y a une solution qu'on peut trouver par rapport à ça? Est-ce qu'on doit fermer notre livret A, trouver un autre plan ou laisser notre argent dormir sur le livret A? Comment ça se passe concrètement? Alors du coup, ce que j'aurais envie de répondre, c'est d'ailleurs une question qu'on peut poser à Martin et Antonin. Combien il faut de temps pour se former? Et je pense que pour répondre à ta question, c'est justement, suivant le temps, c'est d'investir d'abord cet argent sur soi-même. Donc, c'est-à-dire si tu n'y connais rien en bourse, si tu n'y connais rien en immobilier, mais que tu as envie d'investir, alors dans ce cas-là, ça passe, comme ils disaient vraiment tous les deux, se former dans n'importe quel domaine. Donc, prendre une partie de cet argent que tu as de côté pour t'offrir une formation, investir sur toi-même et en savoir plus, voir quel investissement te correspondrait le plus aussi. Et puis après, je ne sais pas combien de temps vous avez mis pour vous former, Antonin et Martin, et peut-être que vous avez aussi une autre réponse pour Julia. Antonin, je te laisse répondre si tu veux. Ouais, d'accord. Oui, bah, du coup, c'est vrai que le livret A, il est extrêmement bas en ce moment et bah, les taux d'intérêt sont très bas et ils font que descendre depuis pas mal d'années. Donc, la question, elle est vraiment légitime, sachant qu'à la base, le livret A, c'est pas un investissement, c'est vraiment le but du livret A, c'est juste d'avoir un endroit pour mettre l'argent dont on n'a pas besoin là tout de suite dans le mois et de manière à ce qu'il produise un petit rendement pour qu'on soit protégé de l'inflation. Bon, il n'y a pas trop d'inflation non plus en ce moment, donc même si les taux sont très bas et que ça rapporte rien, on perd pas trop d'argent avec le livret A. Ou du moins, si on en perd, c'est vraiment minime. Mais c'est vrai que c'est une question. Quand on débute, je pense que la réponse de Sandra est la plus intéressante. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait et de jamais s'engager dans quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris. Et donc, la première étape, bah, ça va être de s'éduquer financièrement. Donc, bah, participer à des webinaires comme ce qu'on est en train de faire. Ça peut être aussi lire des bouquins. Il y a aussi pas mal de contenu sur des blogs, sur YouTube. Et ça va être un petit peu la première étape, de débroussailler un petit peu tout ça et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Après, si on rentre un peu plus dans le détail, dans l'investissement, il y a un petit peu deux écoles. Il y a l'école du trading, où là, on va chercher à investir de manière active et à sélectionner des titres. Donc là, bah, en termes de formation, ça prend un petit peu de temps parce que
voilà, il va falloir passer du temps pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un titre peut monter ou descendre. Donc là, on est vraiment sur de l'investissement actif, sur de la gestion active. Donc la formation est un peu plus lourde que sur l'autre modèle d'investissement qui vient en face, qui est l'investissement passif, où là, on ne cherche pas à investir sur une action en particulier, on investit sur des fonds qui représentent l'ensemble du marché. Et du coup, là, on fait aucun choix, on investit dans tout en même temps, parce qu'on sait que l'ensemble monte à long terme. Et donc, la durée de formation est un peu plus courte, mais si ce n'est qu'il faut quand même bien appréhender tout ce qui est volatilité, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre. Et le tout, c'est aussi, comme tu l'as rappelé Sandra, d'avoir des bases solides en termes de finances personnelles. Donc déjà, l'argent qu'on va mettre en bourse, déjà commencer par des petites sommes, parce que même si on commence à savoir ce qu'on fait et qu'on s'est formé, le fait de se le dire intellectuellement et le fait d'avoir vraiment investi de l'argent en vrai, il y a toujours un petit gap émotionnel à franchir. Et c'est souvent, on va réagir un petit peu différemment de ce qu'on pensait en amont. Alors, je sais pas si je réponds bien à la question, du coup. Dites-moi. Oui, merci. Mais du coup, en fait, c'est vrai que je serais plus intéressée pour une gestion plutôt passive. Donc, j'imagine que la durée de la formation serait moins longue que si je souhaitais vraiment passer par une gestion très active. Et qu'est-ce que vous pensez si vous connaissez du PEA, du plan épargne action? Ouais, je sais pas, Martin, tu veux ou Non, vas-y, je pense que tu es plus calé que moi sur ça. Le PEA, c'est en fait quand on va investir en bourse. Alors, je vais parler pour la France parce que c'est le pays dans lequel je vis. Au Canada, ça va être un petit peu différent. Mais en France, il y a 3 moyens d'investir en bourse. Il y a le PEA, l'assurance vie et les comptes titres. Alors, le PEA, c'est le plan d'épargne en action. En fait, ça va permettre d'investir en bourse. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les plus-values qu'on va faire, tous les gains qu'on va faire, tant qu'on ne les sort pas du PEA, ils ne seront jamais fiscalisés. Et donc, du coup, on peut investir sans être fiscalisé tant qu'on ne sort rien pendant des années, voire des décennies. En fait, le PEA, on appelle ça une niche fiscale. C'est un genre de compte titre, mais qui est complètement défiscalisé en lui-même. Alors, par rapport au compte titre, le compte titre, c'est l'outil de base en fait quand on veut investir en bourse. C'est un compte d'investissement tout simplement. On peut acheter et vendre tout ce qui existe, à peu près tout ce qui existe sur les marchés. Par contre, le compte titre, lui, il va être fiscalisé. Donc, dès qu'on va réaliser une plus-value, par exemple, on achète quelque chose et puis on le revend un peu plus tard et on a réalisé un gain, là, du coup, on va être fiscalisé. Par contre, si on investit à long terme et qu'on ne revend pas, alors ça peut être lié à l'investissement passif, ça peut être dans le cadre de l'investissement passif. Tant qu'on investit à long terme et qu'on ne revend pas, on n'est pas fiscalisé. Donc, on peut aussi investir en dehors d'une niche fiscale sans être fiscalisé. Mais donc, voilà, entre PEA, assurance vie et compte titre, alors je n'ai pas parlé de l'assurance vie. L'assurance vie, on peut aussi investir en bourse. Donc, l'assurance vie, il y a 2 types de produits intérieurs. Il y a ce qu'on appelle les fonds en euros et les unités de compte. Les unités de compte, ça nous permet d'investir en bourse comme on pourrait le faire avec un PEA ou avec un compte titre. Et le fonds en euros, de son côté, c'est un genre de livret A un peu plus, dans le sens où il y a un peu plus de rendement, mais où l'argent, il va pas être disponible tout de suite. Voilà, souvent, il va falloir compter entre 2 et 3 semaines pour faire des virements et des retraits. Mais du coup, ça reste un support 100% sécurisé, mais les rendements sont pas extraordinaires. C'est entre 20 et 2% par an. Donc, c'est un peu au-dessus du livret A, mais sans que ce soit extraordinaire. Et du coup, ça, c'est les différences un petit peu fiscales entre ces 3 enveloppes, donc PEA, assurance vie et compte titre. Mais il y a aussi des différences en termes de stratégie. La fiscalité, c'est une chose, mais ces 3 enveloppes, ça permet pas de faire toutes la même chose. Par exemple, le PEA, plan d'épargne en action, comme son nom l'indique, on peut investir que sur des actions. Et là, on a vu dans la présentation que les actions, ça correspondait à des stratégies qui sont assez volatiles. Donc, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Tandis que l'assurance vie, le compte titre, on peut investir dans beaucoup plus de choses, comme les obligations, comme l'or. Donc, ça correspond plus à des stratégies qui sont diversifiées. Donc, le PEA, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, il y a l'avantage fiscal, mais il faut aussi se dire que ce qu'on va mettre dedans, il va y avoir de la volatilité. Donc, après, à vous de voir, ou à toi de voir, je sais pas si on se tutoie, c'est peut-être plus sympa, à toi de voir si en termes d'émotion et de gestion du risque, tu acceptes de voir ce que tu vas mettre
si tu acceptes de le voir chuter de temps en temps, ou si non, tu penses pas tolérer les chutes et les pertes, même si elles sont que temporelles. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux se tourner vers soit un compte titre, soit une assurance vie pour commencer, ou alors mixer les deux, peut-être avoir un PEA, mais aussi prendre quelque chose de plus sécurisé à côté. D'accord, merci. Juste Antonin, je me demandais par rapport au PEA, est-ce que le PEA permet de s'investir sur des ETF obligations? C'est considéré comme des actions ou pas? Alors, il y a un ETF qui permet de faire ça, mais on va rentrer un peu dans du technique. Mais normalement, c'est presque une erreur. C'est-à-dire que normalement, le PEA, c'est uniquement pour investir dans des actions et seulement en France et en Europe. Donc, normalement, c'est quelque chose qui est défiscalisé par l'État français. Et donc, l'État français incite les gens à investir en bourse via le PEA. Mais la condition, c'est que les gens ils investissent en France ou en Europe. Mais il y a des fonds qui sont assez malins et donc qui ont réussi à faire en sorte qu'il y ait des fonds qui soient éligibles au PEA sans que ce soit des actions françaises ou européennes. Donc on peut investir aux États-Unis sur un PEA. Et il y a aussi un fonds qui permet d'avoir des obligations, sachant qu'il n'y a qu'un seul fonds qui fait ça. Et on ne peut pas vraiment choisir le type d'obligation qui est à l'intérieur parce qu'en fait c'est un gros panier où il y a un peu de tout. Donc dans l'absolu, oui, on peut investir dans des obligations via un PEA, mais on ne peut pas vraiment choisir ce qu'on veut. Et il n'y a rien qui dit qu'à un moment, il y a un règlement qui arrive et qui dise hey, oh, pop, là, il y a un fonds obligataire qui s'est inséré dans le PEA. Normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Hop, on le dégage et du coup, vous ne pouvez plus qu'investir dans des actions via le PEA. Donc oui, on peut, mais c'est pas sûr que ça dure éternellement. Fausse bonne On ne peut pas forcément compter là-dessus. Merci. On a une autre question de Geoffrey qui a levé la main. Bonjour. La question c'était du coup par rapport au compte titre, ça veut dire qu'avec le compte titre on peut investir sur tous les marchés financiers ou il y a quand même une limite? Ouais, on peut. Oui, bien sûr, on peut investir sur. Alors après, ça va dépendre des comptes titres. Il y en a certains qui vont avoir leurs propres limites, mais dans l'absolu, le compte titre c'est vraiment l'outil le plus complet pour investir en bourse. C'est celui qui va donner accès à la plus grande quantité, à la plus grande variété de produits et d'actifs. Donc on va trouver des actions, des obligations, des métaux et tout un tas de produits dérivés qui sont plus ou moins utiles. Mais ouais, dans l'absolu, le compte titre, c'est ce qui offre le plus large choix. Et même si on est en France. Et c'est aussi à travers du compte titre qu'on peut investir sur les ETF, sur les packages. Alors les ETF, on peut investir dessus à la fois avec un compte titre, à la fois avec une assurance vie ou via un PEA. Là-dessus, l'enveloppe n'a pas vraiment d'importance. On peut y aller avec les trois. D'accord. Okay. Et est-ce que ce serait intéressant, par exemple, d'avoir un PEA et un compte titre, le compte titre pour investir sur les obligations ou les marchés volatiles comme l'or, le métal, et à côté le PEA pour les actions. Comme ça, si jamais, même si c'est de l'investissement à long terme, et que le marché change brutalement, comme c'est le cas actuellement avec la crise, du coup, on peut vendre et racheter très facilement et sans avoir de fiscalité sur les ventes. Oui, bah alors là, c'est le principe de diversifier et d'avoir investi dans plusieurs types de comptes différents. Effectivement, c'est intéressant. Là, on tire parti des avantages des différents comptes. Donc le PEA, l'avantage principal, c'est d'investir sur des actions sans être fiscalisé. Donc on peut très bien avoir un PEA, mais se dire qu'on n'a pas forcément un profil très risqué. Et donc, bah, ce qu'on peut faire, c'est avoir une assurance vie ou un compte titre à côté dans lequel on peut investir dans des obligations. De sorte que si le marché il se met à baisser violemment, bah, ça va chuter sur notre PEA, mais on a d'autres comptes où on a des actifs qui vont potentiellement rester stables, voire qui vont monter. Et donc, si on prend tout ce qu'on a investi de manière globale dans les différents comptes, ça permet de niveler, de stabiliser un petit peu tout ça. Après, ça va être un peu plus compliqué à gérer dans le sens où si tu as tes actions qui baissent et tu as tes obligations qui montent, tu vas peut-être te dire, tiens, je vais revendre une partie des obligations pour acheter des actions parce qu'elles sont en ce moment elles sont basses. Mais vu que c'est pas sur le même compte, ça va être un peu plus compliqué. Et si tu vends tes obligations sur le compte titre, tu vas être fiscalisé. Donc c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Oui, tu ne profiteras pas de la défiscalisation suite à des ventes à perte, quoi. Alors sur le compte titre, sur le compte titre, si tu vends à perte, évidemment, tu n'es pas fiscalisé. Ouais.
Oui, par contre, ouais, c'est ça. Mais si du coup tu vends sur le compte titre des obligations qui ont monté, tu seras fiscalisé dessus, et qu'à côté tu veux revendre des actions sur le PEA qui elles ont perdu, là tu récupéreras pas la défiscalisation des ventes à perte quoi, sur le PEA. Alors, tu peux, sur la déclaration de revenus, tu peux inscrire ce que tu as perdu. Et en fait, il faut pas hésiter à le faire. S'il y a une année, tu perds à un endroit. Parce que les années suivantes, en fait, si par exemple l'année suivante, t'as des gains importants, tu pourras déduire ce que tu as perdu l'année précédente de la fiscalité des gains sur l'année suivante. Ce qui te permet d'équilibrer tout ça. Je sais pas si j'ai été clair du coup, mais en fait, s'il y a une année, tu es en perte, tu peux déduire la fiscalité sur l'année suivante. Il suffit simplement de l'inscrire dans la déclaration de revenus. D'accord, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quand même certains petits moyens de compensation des risques, entre Ouais, guillemets. un petit peu, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se demandent ce que sont les ETF, c'est aussi appelé tracker ou fonds indiciels. Ce ne sont pas des actions, mais ce sont des regroupements d'actions qui sont en fait plus connus sous le nom, par exemple, de CAC 40, le SP 500. Et ça répond aussi un petit peu à ta question, Julia, c'est quand les apprentis investisseurs investissent en ce moment sur les ETF parce que c'est ce qui a le moins de risque, c'est ce qui va faire la courbe qu'on a vue tout à l'heure, la courbe d'Antonin où tout augmente. Et en fait, ces indices vont suivre cette courbe-là. Donc, du coup, c'est un peu j'ai envie de dire, l'outil pour investir pour les débutants. Donc, si toi, tu veux te renseigner dessus, il y a beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, vraiment beaucoup de documentation sur ce sujet. Donc, ETF ou tracker ou fonds indiciel. J'ai même d'ailleurs, moi, écrit un article sur mon blog sur ce sujet. Et toutes les personnes qui sont devenues libres financièrement ont notamment investi sur ces ETF lors de la crise de 2008, puisqu'elles ont connu ensuite une hausse sur ces ETF. Sachant qu'un ETF, comme c'est un regroupement d'indices, par exemple, si on prend l'ETF américain, le S&P 500, pourquoi il n'y a pas de risque? Parce que cet indice est revu tous les 3 mois. Donc, par exemple, quand il y a eu une crise en 2000 des technologies, alors on a sorti, les marchés américains, je ne sais plus exactement comment ça se passe, ont sorti toutes les industries qui se sont effondrées, ont sorti de cet indice et les ont remplacés par d'autres actions, d'autres entreprises. Donc, ce qui fait que c'est vraiment toujours équilibré et c'est pour ça que je pense que c'est la manière, sur le long terme, sans avoir à se casser la tête, de faire ses premiers investissements en bourse. Et puis, juste de suivre l'indice qui regroupe en fait toutes les actions des entreprises, qu'elles soient françaises, américaines ou même du monde. Après, quand tu te renseigneras dessus, si vous vous renseignez dessus, il y a aussi beaucoup d'indices. Cet indice-là lui-même est répliqué en plusieurs autres indices. Donc, mais je pense que c'est un bon point de départ si vous voulez commencer à investir sans vraiment trop perdre, sans non plus devoir analyser tous les relevés et tous les comptes et les bilans des entreprises, de chaque entreprise, parce que cet indice en fait regroupe tout. C'était aussi un indice, les ETF sont aussi des actifs que Warren Buffett recommande, donc qui est vraiment lui un peu le dieu de l'investissement en bourse. Donc c'est une bonne première piste à mon sens à regarder. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit que c'était vraiment le moment d'investir et que là, toutes les plateformes qui permettent d'investir en bourse, que ce soit Bourse Direct, De Giro, je ne me souviens plus des autres, mais peut-être si vous avez, je sais que moi j'ai essayé d'ouvrir un compte, je suis 2000 sur la liste d'attente pour ouvrir ce compte-là, et j'ai vu j'ai vu passer des personnes sur des groupes qui en parlaient, qui elles étaient 20 000. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le moment d'y aller. Et beaucoup de personnes l'ont compris, mais ça nécessite effectivement de savoir par où commencer et de bien se former quand même avant de comprendre ce principe-là, avant d'y mettre ses sous. Et puis, comme disaient Antonin et Martin, vraiment y aller au fur et à mesure. Si tu as ton livret A, par exemple, qui est à 12 000 €, surtout ne va pas, à moins que ce soit un achat immobilier,
c'est un apport, mais ne va surtout pas mettre tes 12 000 euros le premier jour quand tu as ouvert un compte, que ce soit un compte titre, un PEA ou une assurance vie. Il faut y aller vraiment au fur et à mesure. Pardon. Oui, mais du coup, tu conseillerais quel montant en fait pour un premier investissement en sachant que j'ai envie d'y aller quand même doucement. Après, moi, ce que je vais faire, une fois que j'aurai été validée, une fois que les 2000 personnes devant moi auront ouvert leur compte, ce que je vais faire, c'est vraiment y aller au fur et à mesure. Donc, je pense que je vais commencer par vraiment le minimum. Enfin, je crois qu'il n'y a même pas de minimum, c'est 10 euros par semaine pour voir l'évolution, même moi, voir comment je réagis, hein, même si en investissant dessus, il n'y a pas besoin de se connecter tous les jours et d'être dans le stress et de regarder ou si ça a monté ou chuté. Donc, après, ça dépend de combien tu as comme capital de départ. Moi, je vais commencer par 10 euros chaque semaine. Et puis, au bout des 6 mois, si je vois que voilà, tout se passe bien et que j'arrive à dormir la nuit, je passerai sûrement à 50, puis 100. Mais voilà, au fur et à mesure, mais surtout pas tout d'un coup. Après, si tu estimes que tu es prête à prendre des risques et que tu veux tester avec 1000, tu peux mettre 1000 tous les mois. Ça dépend vraiment. Faut pouvoir... faut vraiment avoir conscience qu'on peut aussi vraiment tout perdre quand on investit, même dans l'immobilier, on peut perdre de l'argent quand on fait la revente de l'appartement ou de la maison ou du terrain qu'on a acheté. Donc, y aller au fur et à mesure et c'est suivant ton capital de départ. Donc, celui qui a 50 000 euros de côté ne va pas investir la même somme, soit même au quotidien, je pense qu'on peut investir au quotidien, ne va pas même de la même somme que celui qui a ses premiers 1 000 euros à investir. Ce qui est intéressant aussi, et ce que tu as partagé, Sandra, c'est le fait d'investir régulièrement. Donc toi, tu parlais d'une fois par semaine, mais l'idée derrière ça, c'est de lisser son investissement dans le temps. C'est aussi une forme de diversification, hein, de diversifier dans le temps en faisant des versements. Parce qu'en fait, par exemple, si on investit tous les mois, chaque mois, les cours ils seront un petit peu différents. Et si jamais ça baisse, le fait de continuer à investir des petites sommes chaque mois, si un mois ça baisse, en fait, le prix de ce qu'on va acheter il sera plus bas. Et donc, on pourra acheter une quantité plus importante. Parce qu'en fait, on va investir la même somme. Par exemple, je sais pas, 100 euros par mois, par exemple. Si on veut investir un ETF qui cote à 10 euros, le premier mois, on va pouvoir acheter 10 parts de l'ETF qui cote 10 euros, donc ça va nous amener à 100 euros. Mais par contre, s'il baisse à 80, s'il baisse à 8 euros, on va pouvoir acheter plus de 10 parts. Donc, on va pouvoir en acheter environ 11 ou 12. Et donc, pour la même somme, on va pouvoir acheter plus de parts. Et ça permet aussi de se protéger face aux crises et d'amortir un petit peu les chutes et de se dire, ça permet aussi l'analogie serait de se dire, tiens, en ce moment, c'est un peu les soldes. Les actifs, ils sont tous en train de baisser, ils valent moins que d'habitude. Et du coup, avec la même somme, on peut tout simplement en acheter plus. Soit on en achète autant pour moins d'argent, soit on en achète plus pour la même somme. Et ça, cette idée de régularité et d'investir, par exemple, tous les mois, ça a un effet vraiment protecteur dans le temps. Et c'est aussi ce qui permet à long terme d'en profiter au maximum. Parce que à partir du moment où on est habitué à investir un petit peu chaque mois, on va pas se poser la question quand est-ce que c'est le meilleur moment pour investir. Et c'est comme si on veut faire du sport et qu'on va courir dehors. Si on veut bien faire les choses, au bout d'un moment, il faut être régulier. On va pas se dire, tiens, je vais sortir uniquement s'il fait beau. On va sortir tout le temps, même si un jour il pleut. Là, c'est pareil. Même si les cours ils descendent, on va continuer à investir parce qu'on sait que ça va nous profiter à long terme. Parce que quand les cours baissent, on peut acheter plus de choses. Et quand ça va remonter, on aura pu acheter plus de choses pendant toute la période où ça a baissé et on sera gagnant sur le long terme. Et ça permet donc de ne pas se demander, tiens, est-ce qu'en ce moment c'est la bonne période pour acheter ou est-ce qu'il faut attendre? Non, ce qui marche le mieux, c'est de ne pas se poser de questions, d'acheter régulièrement et avec consistance à long terme, tout simplement. Entre nous, si on organise une réunion plus tard pour les ETF et d'autres sujets si vous êtes intéressés. Merci encore à tous et puis à très bientôt dans ce cas-là pour un prochain atelier sur les ETF. Merci à vous. Merci Sandra. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Bye bye. Merci.